Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de Dans le détail, l'émission qui décrypte une thématique lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on s'intéresse à une paire et pas n'importe laquelle, la Air Max One. Générique. Elle fête ses 35 ans cette année, elle a séduit des milliers de fans à travers le monde, elle est tout simplement iconique. Alors non, je ne parle pas de moi, mais bien de la Air Max One. Vous l'aurez certainement remarqué, elle est au cœur de l'actualité ces derniers mois. On a eu le droit à une très belle fusion avec Pata fin 2021. À côté de ça, on attend toujours la sortie d'une Air Max One en collaboration avec Travis Scott, sans oublier la vague de nouveaux colorways qui nous attend pour le Air Max Day. Vous l'avez donc compris, la Air Max One est absolument partout, l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de ce modèle devenu classique. Pour comprendre l'histoire de la Air Max One, il faut remonter dans le temps et plus précisément dans les années 60. À cette époque-là, Phil Knight et Bill Bowerman, les futurs créateurs de Nike, sont à la tête de Blue Ribbon Sports, une société qui commercialise pour le marché américain des modèles signés Onitsuka Tiger, une marque japonaise aujourd'hui plus connue sous le nom d'ASICS. Je sais, c'est complètement fou. Après avoir travaillé pendant quelques années avec cette marque, Bill et Phil décident de rompre leur partenariat commercial et se lancent en solo dans le monde du running, né alors Nike en 1971. Leur but est clair, devenir les meilleurs dans ce secteur. De là, Nike lance quelques paires très vite devenues emblématiques, la Cortez en 72 ou encore la Waffle en 74. Mais le véritable tournant va se jouer en 77, quand Marion Franklin Rudy, un ingénieur en aéronautique à la NASA, frappe à la porte en disant « Les gars, j'ai une idée de ouf, on va niquer le game, me mettez pas un vent comme les autres, faites-moi confiance ». Oui bon, c'était peut-être pas les mots exacts, revenons-en aux faits. Son idée est la suivante, intégrer une capsule de gaz en plastique dans la semelle des chaussures Nike pour offrir un amorti et donc un confort révolutionnaire aux sportifs. Après quelques hésitations, Bill et Phil finissent par prendre le pari. Et à peine quelques mois plus tard, la technologie est intégrée à la Tailwind, la première chaussure Nike dotée d'une unité d'air. Et alors là, vu que ça fonctionne, les mecs se disent « on a de l'or entre les mains, il faut tout miser là-dessus ». Dans cette logique, ils vont donc donner naissance à la Air Force One quelques années plus tard, qui n'est autre que la première chaussure de basket dotée de la technologie Nike Air. Le problème, c'est qu'à trop s'intéresser au basketball et à la NBA, en plein essor à ce moment-là, Nike a un peu mis de côté le monde du running, ce qui a forcément mis en péril sa place de leader sur le marché. Alors que c'était quand même leur objectif de base, je vous le rappelle. Bref, là, c'est un peu la hesse, ils se sont oubliés, financièrement, c'est pas trop ça, et surtout, les concurrents peuvent les doubler à tout moment. Il n'y a qu'une solution, frapper un grand coup en créant une chaussure de course innovante, aussi bien d'un point de vue technique qu'esthétique. Un sacré défi que Nike va décider de confier à un homme, l'homme qui va tout changer, Tinker Hatfield. Arrivé dans le département design en 85, Tinker, qui est lui-même fasciné par la technologie développée par Nike, sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur et surtout qu'il doit proposer quelque chose d'innovant jamais vu auparavant. Le déclic, Tinker va l'avoir au détour d'un voyage à Paris quand il se retrouve face au centre Pompidou. Lui, qui est diplômé et fan d'architecture, est complètement fasciné et subjugué par la devanture du bâtiment, ses courbes, son audace et sa prise de risque. Des images qui vont le marquer, lui rester en tête et surtout qui vont lui inspirer à son retour aux États-Unis la fameuse Air Max One et son innovante bulle d'air apparente. Le problème, c'est que c'est très moderne, voire trop futuriste pour certains. Alors d'un côté, il doit réussir à convaincre les hautes instances et de l'autre, il est confronté à des limites d'ordre technologique. Coussin d'air trop grand, trop fragile, risque de crevaison. Mais après de nombreuses négociations et de nombreux ajustements, vient finalement le grand jour. Mars 87, la Air Max One est dévoilée dans une énorme campagne de communication mettant en scène John McEnroe ou encore Michael Jordan. Habillé d'un premier colorway OG Red, tout a été pensé pour attirer l'attention sur la paire et surtout sur sa bulle d'air apparente. Les coureurs qui avaient besoin de voir la technologie pour y croire sont séduits par cette fenêtre insérée dans la semelle. Vous l'avez donc compris, Tinker a réussi à relever le défi, Nike reprend le lead sur le monde du running à l'époque, mais plus encore grâce à la Air Max One, le designer a lancé une véritable révolution, car comme son nom l'indique, ce modèle n'est que la première d'une longue lignée d'Air Max. Pour aller plus loin dans notre découverte, quoi de mieux que d'échanger avec une référence de la sneaker en France, qui plus est fan d'Air Max One, Tonton Gibbs. Allô ? Oui, tu vas bien ? Là, on vient de retracer l'histoire de la Air Max One de notre côté et je voulais parler avec toi de l'importance des collaborations dans l'histoire de ce modèle en fait de la Air Max One. Parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que la première collaboration autour d'une Air Max One, c'était avec Atmos en 2002 et c'est ce qui a permis à ce modèle-là de se faire connaître à l'international et de se développer dans le monde du lifestyle. Pour moi, l'Air Max One, c'est plus une paire européenne que internationale. Une collab Air Max One, par exemple la Pata, la dernière, là, aux États-Unis, tu pouvais l'acheter une semaine, 2 semaines après la sortie en magasin, quoi. C'est pas des paires qui parlent aux Américains ou autres, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce modèle-là ? Je pense qu'il y a plus de la nostalgie de mon époque, en fait, tu vois. Tout simplement, hein. C'est une paire que je portais beaucoup quand j'étais au lycée, quoi.
J'ai l'impression, j'ai le sentiment que Nike essaye de pousser ce modèle-là un maximum ces derniers mois. Comme on l'a dit, il y a eu des collaborations récemment avec Pata, notamment. D'ailleurs, il y a quelques collaborations, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas reçu l'accueil escompté, notamment la Clotte l'année dernière. Est-ce que tu penses qu'à trop vouloir en faire, ça peut être préjudiciable pour le modèle? Ouais, bien sûr. Après, la différence, c'est que c'est un vrai classique et qui est indétrônable, tu vois. On pourra faire 10 000 collaborations, ce sera toujours un vrai classique, tu vois. Après, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, des Air Max One qui sortent. Bon, c'est sûr qu'il y en a toujours un petit peu, tu vois, mais en collab et tout, je pense pas qu'ils en font trop. Si tu regardes bien l'année dernière, fin 2020, la grosse collab qu'il y avait eu sur la Air Max One, c'était la Denam. L'année dernière, en 2021, c'était le pack Pata. Et après, t'as quelques petits modèles qui sortent à droite à gauche, mais je pense qu'ils vont faire je sais qu'il y a la Big Bubble qui doit ressortir de 86 là. Et du coup, je pense que ça va être celle-là pour le Air Max Day, on verra. Si tu devais choisir une collaboration avec n'importe qui autour de la Air Max One, qu'est-ce qui pourrait être cool? Peut-être Jeff Staple qui après, je crois qu'il a déjà fait en plus. Mais bon, j'aimerais bien voir sur le thème du pigeon de Jeff Staple, une Air Max One. Il y en a déjà eu en custom, il me semble, mais je crois pas que c'était une collab officielle. Sinon, ce serait bien, par exemple, Saleh Bembury, grave, ouais, de voir travailler sur une Air Max One, tu vois. C'est vrai, cool. C'est vrai. Ça pourrait être sympa de voir tu vois, une paire de Air Max One un peu outerwear à sa sauce, là, ça pourrait être cool, quoi, tu vois. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. Tu conclus parfaitement notre épisode, et puis je te dis à très bientôt, alors. Et voilà les amis pour cet épisode de Dans le détail, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura apporté de nouvelles connaissances. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h pour un épisode de Shopsa. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao!